et Condoleezza Rice, remercieront Strauss-Kahn, en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international. Premier jour à l'Élysée. Le soir du second tour de l'élection présidentielle, lorsque les instituts de sondage annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet's. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de l'Union Corse, est aujourd'hui la propriété du casinotier Dominique Dassaigne. Il a été mis à disposition du président élu, pour y recevoir ses amis, et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d'invités s'y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos. Puis le président élu s'offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon 900 privé à Malte, il s'y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la banque Rothschild. Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu'il signe n'est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis Dassaigne et Partouche à multiplier les machines à sous. Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le lobbyiste des casinos de l'ami Dassaigne, qui devient porte-parole du parti gaulliste. Nicolas Sarkozy s'appuie avant tout sur 4 hommes. Claude Guéant, secrétaire général du Palais de l'Élysée. C'est l'ancien bras droit de Charles Pasqua. François Pérolle, secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est un associé gérant de la banque Rothschild. Jean-David Lévite, conseiller diplomatique. Fils de l'ancien directeur de l'agence juive. Ambassadeur de France à l'ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop proche de George Bush. Alain Boer, l'homme de l'ombre. Son nom n'apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des services de renseignement. Ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique française, et ancien numéro 2 de la National Security Agency états-unienne en Europe. Frank Wisner Jr., qui a été nommé, entre-temps envoyé spécial du président Bush pour l'indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire, l'indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France. Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d'une ONG humanitaire. Grâce au financement de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d'Oussama Ben Laden, et des frères Karzai contre les soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d'Alija Izetbegovic en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été représentant de l'ONU au Kosovo. Sous le contrôle du frère cadet du président Hamid Karzai, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavots. Le Sud est transformé sur place en héroïne, et transporté par l'US Air Force à Camp Bonstead, Kosovo. Là, la drogue est prise en charge par les hommes d'Hassim Tassi, qui l'écoulent principalement en Europe, et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés, pour financer les opérations illégales de la CIA. Karzai et Tassi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignorent leurs activités criminelles, malgré les rapports internationaux, qui y ont été consacrés. Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker et McKenzie. Au sein du Center for International and Strategic Study de Dick Cheney, elle a coprésidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l'avionneur français Dassault. Nouvelle escapade durant l'été. Nicolas, Cecilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboro, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert Agostinelli, un banquier d'affaires italo-new-yorkais, sioniste et néoconservateur pur sucre, qui s'exprime dans Commentary, la revue de l'American Jewish Committee. La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé d'Oliver, il est nommé par Frank Carlucci, qui fut le numéro 2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Sr. Directeur d'un nouveau fonds de placement du Carlyle Group, la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deal dans le monde, et gère les principaux avoirs des fonds souverains du Koweït et de Singapour.
La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L'un de ses conseillers en communication, Jacques Séguéla, préconise de détourner l'attention du public, avec de nouvelles People Stories. L'annonce du divorce avec Cecilia est publiée par Libération, le journal de son ami Édouard de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communicant organise une rencontre avec l'artiste et ex-mannequin, Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c'est le troisième mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoin Mathilde Agostinelli, l'épouse de Robert, et Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur devenu associé gérant chez Rothschild. Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire? C'était un article de Thierry Messant, analyste politique et fondateur du réseau Voltaire, publié le 19 juillet 2008. Son dernier livre, L'effroyable imposture numéro 2, traite du remodelage du Proche-Orient et de la guerre israélienne au Liban. C'était Aladin, à votre service. Merci de votre écoute.